Hey, bonjour! Alors, nous sommes le samedi quelque chose septembre parce que je suis encore en vacances, donc j'ai un petit peu la notion du temps qui est perdue. Je sais qu'on est samedi, mais la date, c'est comme pas clair. Alors, on commence un tout nouveau vlog livresque. J'ai de clore le dernier vlog. J'ai passé vraiment une semaine où j'ai énormément lu finalement. J'étais pas top en forme, donc j'avais l'opportunité de lire finalement. C'est ça qui s'est passé. Puis, je commence le vlog avec une lecture en cours. En fait, je venais de terminer ma lecture, ma dernière lecture du vlog, puis j'ai eu à faire des déplacements, puis je me disais, bon, qu'est-ce que je vais lire? Je me disais, est-ce que je vais lire finalement à l'ombre de Winnicott? Je vous passe ça depuis 3 vlogs, puis là, pour le moment, j'étais comme, moi, je sais pas si je suis dans ce mood-là, donc je vais voir. Comme j'avais pas accès non plus à avoir le livre soit en papier ou en numérique, parce qu'en papier, il n'est pas encore paru au Québec, puis en numérique, je n'avais pas accès non plus. J'aime quand même ça avoir quand j'ai le livre audio d'un titre, d'avoir la version numérique parce que, bon, des fois, j'ai envie de faire avancer ça en lecture et non pas juste en lecture audio. Donc là, je l'avais pas, ça m'a fait comme un petit peu hésiter. Puis je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, je me suis dit que j'avais spontanément eu envie de après l'affaire du fameux Henning Mankell dans le dernier vlog, je vous réfère au dernier vlog si vous voulez savoir, c'est-à-dire que je voulais voir est-ce que la série est mieux que le livre, blablabla. Ça m'a redonné envie de lire un roman policier qui n'est pas un cozy mystery et j'ai décidé de me lancer dans le tome 2 de la série avec c'est Mara, non, Ray, May, bon, j'ai oublié les noms. Je pense que c'est Ray et Eva qui sont les deux inspectrices d'une brigade mobile, un peu plus comme des cas oubliés, disons, des cas insolubles, ceux dont personne veut s'occuper, à la brigade mobile à Cagliari, donc en Italie, en fait en Sardaigne. Et voilà, j'avais commencé avec le premier qui était l'île des âmes et j'avais vraiment beaucoup aimé la plume. C'est très rude, c'est pas nécessairement évident à lire parce que ce qui est impliqué, c'est souvent des actes qui sont très sombres, qui vont quand même dans la limite de la torture en certains moments, mais c'est pas en continu. Donc, c'est vraiment des actes en tant que tels qui sont isolément sombres, mais la plume est super intéressante. Les personnages sont vraiment atypiques, c'est des anti-héroïnes. C'est un duo particulier. Les deux ont un passé assez lourd. Les deux se sont ramassés dans cette position-là, d'être dans cette espèce de département des affaires classées parce qu'il y avait supposément eu des incartades disciplinaires pour différentes raisons. Puis finalement, les deux ont du caractère, mais à leur manière. Donc, Ray est un peu plus... est un petit peu plus, disons, arrogante. Elle, ça sort vraiment la répartie, la verve. Eva est plus secrète et plus posée, mais elle a quand même en elle quelque chose qui brûle à l'intérieur, puis elle a un très lourd secret à porter. J'en parlerai pas, mais on a l'information à ce sujet-là à la fin du premier tome. Et en fait, dans ce tome-ci, on va les voir être mêlés à ce qui s'avère être un enlèvement et ensuite une espèce d'action politique assez troublante, donc qui va impliquer quelqu'un dont on ignore l'identité qui décide de prendre la justice en main et après l'acquittement d'un pédophile notoire et affreux parce que pour délai de prescription, va décider de l'enlever et de le faire souffrir à la mesure de ce qu'il a fait endurer à toutes les petites filles parce que c'était des très jeunes filles qui étaient impliquées, les enfants en fait, et en lui arrachant les dents une par une alors qu'il était vivant. Donc, désolée pour... et ça va commencer comme ça. Puis ça va commencer comme étant tout d'abord, bon, ça, espèce d'enlèvement et tout. On ne sait pas trop où le pédophile est en ce moment. Mais en plus, cette personne-là va avoir filmé le résultat puis dire aux gens, ça va être à vous, cette personne, il va raconter un peu le contexte sur vidéo de c'est quoi les crimes de cet homme-là et comment la justice n'est pas intervenue de façon correcte dans cette situation-là, selon lui. Et il va lancer un genre de sondage terrible en disant, ça va être à vous de décider qu'est-ce que je fais avec cet homme-là. Est-ce que je vais plus loin? Donc, est-ce que je mets fin à ses jours ou est-ce que je le relâche tel quel parce qu'il faut qu'on sache qu'il est assez puni? Et c'est une prouesse technologique qui va générer ça. Là, certaines émissions un peu à scandale vont prendre ça dans leur sein, puis ça va faire des petits, entre guillemets, ça va être terrible. Donc, les gens vont répondre à ça, puis ça va être un peu troublant parce qu'en fait, les gens vont répondre en disant principalement qu'ils considèrent qu'il n'a pas été assez puni. Donc, en donnant un genre de carte blanche à la personne qui est là et de faire qu'est-ce qu'il y a à faire pour que la justice soit faite avec cette personne-là.
Et ça va commencer comme ça, puis ben là, on va voir évidemment que en plus de ce duo-là d'enquêtrices, il va y avoir un consultant qui vient de la brigade mobile de Milan, qui va arriver et qui, lui, est un peu plus criminologue. Donc, on sent qu'il va avoir potentiellement un travail à trois qui va se faire par rapport plus au profilage, parce qu'ils ne savent toujours pas c'est qui la personne qui essaie de prendre la justice en main, puis ils ont l'impression que ce ne sera pas la dernière fois que ça va se passer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis, ce qui était intéressant dès le départ, c'est que au-delà de l'horreur de la situation, on est tout d'abord horrifié par Yvonne Harry, en fait, le jugement qui a été rendu par rapport à ces pédophiles-là. Le malaise de la juge qui est obligée de rendre le jugement parce qu'il y a prescription, puis que même si elle n'est pas d'accord, techniquement, elle n'a pas le choix. Le malaise du public par rapport à ça. On va commencer à être horrifié à ce moment-là. Puis après ça, quand on arrive dans la description de ce qui s'est passé, c'est horrible. Mais on est dès le départ confronté avec comment l'humain fonctionne, comment on peut ne pas être touché par une situation comme ça. Est-ce que nous, dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que virtuellement, on dirait à la personne, il n'a pas été assez puni? C'est terrible de dire ça. Le pédophile qui a reconnu en fait le fait qu'il a fait ces actions-là, mais qui a été finalement acquitté pour des vices de procédure. Est-ce que c'est le type de personne qui mérite d'avoir cette chance-là? La notion de justice qui est sans discrimination puis sans préjugés, c'est ça la justice pure, mais on est vraiment confronté dès le départ à la justice pure. Qu'est-ce que c'est par rapport aux convictions personnelles? Est-ce que les convictions personnelles ont leur place dans cette situation-là? Donc, je sens que ça va vraiment être intéressant. Donc, je l'ai commencé. Je ne l'ai pas en livre audio, donc je lis en numérique, puis quand je fais en effacement, je mets l'horrible voix de synthèse parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est la première lecture de ce vlog-ci, puis on verra pour la suite. Mais dans le fond, je reprends le rythme des vlogs réguliers, c'est-à-dire que je vais commencer aujourd'hui, puis il va sortir seulement le dimanche prochain. Donc, en fait, vous allez l'avoir. Donc, le rythme régulier. Mais, voilà, je voulais juste comme vous parler déjà de ma lecture en cours. Alors, comme j'ai déjà fait mon premier segment, on va, comme j'ai dit dans l'ancien vlog, on ne peut pas se dire vraiment qu'on se lance, mais disons que, allez, on se poursuit ça, ce vlog-là. Donc ils vont commencer à traîner ensemble parce que les choses font qu'ils vont traîner ensemble, d'autant plus que c'est la seule personne qui sait qui elle est, donc elle a quand même ce besoin de socialiser un minimum. Ils vont commencer à traîner ensemble et ils vont forcément faire plus que ça. But the book is going well. I'm almost done packing, and pretty soon we'll be making the trek up to my parents' house. So a couple more things to do. I'm gonna go finish those little tasks and be on the road. Okay, I'm officially on the road. Et bonjour, alors je vous fais un petit coucou en ce lundi 23 septembre, dernier jour de mes vacances. Non, pour vrai, j'essaie de ne pas penser à mon retour demain. Je vais essayer de profiter de la journée au fur et à mesure. Et d'ailleurs, parlant de journée, on est vraiment le début de l'automne, ça paraît enfin. Parce qu'il fait gris, c'est froid. Et je suis cachée sous un plaid, donc ça fait du bien. Alors ici, je dis plaid puisque je pense que j'écoute trop de Booktube France, mais sous une jetée en doudou, comme on dit ici au Québec. Donc, sous une jetée confortable. Et vous excuserez vous excuserez, non. Mes cheveux de matin, on n'est pas si tôt le matin, mais comme c'est ma dernière journée de vacances, j'ai décidé que je vais être droit. Et également, vous allez voir que ça semble être granuleux un peu parce qu'il n'y a pas tant de luminosité, mais j'avais envie de faire ça dans un petit mode de confort. Alors, je vous reprends tout d'abord parce que je suis en train de pas mal dévorer le Pier Giorgio Polizzi, L'illusion du mal, donc que je lis en numérique et quand j'ai pas le choix avec la boîte synthèse affreuse parce qu'il n'y a pas de livre audio disponible. Et c'est très confrontant, donc je maintiens ce que j'ai dit par rapport à au départ, dans le fond, par rapport à ce livre-là, c'est-à-dire que on retrouve la plume de Pier Giorgio Polizzi qui est bien centrée sur la construction des personnages, leur intériorité, leur face cachée, leur côté sombre, mais aussi comme leurs petits espoirs dissimulés. C'est super bien fait. En même temps, ce sont vraiment des romans qui sont confrontants, celui-là particulièrement. Puis attendez-vous à avoir des chocs, des claques, comme on dit, parce que ça aborde toujours des sujets qui sont très
qui sont très durs, puis c'est quand même mis de l'avant par l'auteur de façon assez directe. Donc, s'il y a de la grosse violence, dans ce cas-ci, il y a de la torture, c'est quand même assez... c'est un peu décrit. Pas autant que jusqu'à ce que ça devienne insupportable, mais c'est quand même décrit. C'est de la violence qui est sans fondement, dans le sens pas sans fondement, là, mais je veux dire, c'est jamais justifié la violence. Mais bref, on suit quand même quelqu'un qui a une lubie de justice réparatrice, entre guillemets, selon ses normes, et qui décide d'enlever et de torturer à la hauteur de leurs offenses certaines personnes, soit connues du grand public ou tout ça, donc qui ont toujours échappé un peu à la justice ou que la justice a laissé passer pour différentes raisons, que ce soit des vices de procédure ou parce que il y avait des personnes haut placées qui ont fait un peu de pression et tout. Donc, on est quand même là-dedans, on s'entend que c'est pas léger. Mais c'est confrontant surtout parce que le duo d'enquêtrices, en fait, puis là, j'avais dit Ray, mais c'est parce que c'est la voix de synthèse qui n'est pas capable de gérer l'italien, mais en fait, son nom, je pense que c'est Raïs. Fait que c'est Raïs Mara, une des enquêtrices, puis l'autre, c'est Eva Croce. Je sais pas comment on dit ça. Puis là, si vous bougez, c'est mon chat ici qui décide de faire des câlins. Ouais, c'est ça. De faire des câlins à mon trépied. Donc, c'est ça. Donc, Raïs et Eva. Donc, je suis désolée pour... bon, je sais pas, là, j'étais restée avec Ray dans la tête parce que c'est comme ça que la machine le décode. Pauvre personne qui, malheureusement, n'a pas accès au livre autrement. Donc, je suis désolée pour eux autres. Mais c'est quand même pas si mal. Comme voix de synthèse, je me dis, si c'est quelqu'un qui a vraiment des problèmes visuels ou peu importe, puis qui a... c'est pas si mal quand même. Je trouve que comparé à ce que ça pouvait être avant, je pense que c'est perfectionné. Puis dans ce sens-là, je pense que l'intelligence artificielle, dans ce cas-ci, ça va aider un peu à l'accessibilité. Cela dit, c'est sûr que c'est beaucoup mieux si c'est des vrais humains qui lisent parce qu'il y a beaucoup plus d'intonation. Bref, je m'égare. Donc, Eva et Raïs vont être confrontés au mal dans au mal dans une drôle d'expression. C'est-à-dire qu'elles vont être obligées, en tant que policières, de sauver ceux qui ont échappé à la justice et qui sont pourtant coupables et qui ont été cruels et qui ont eu un impact sur plein de monde. Et de poursuivre la personne qui décide de faire justice en lieu et place de la vraie justice, bien sûr d'une façon terrible. Mais ça reste que même si le cerveau est conscient du fait que c'est pas acceptable, la justice prise en main par soi-même, les personnages vont être confrontés à ça, le lecteur va être confronté à ça dans le sens comment on se sent par rapport à ça. Puis c'est affreux de se dire qu'il y a une partie, je n'ai déjà parlé un petit peu plus dans le blog, mais qu'il y a une partie de nous qui se dit comme pas tant mieux parce que la torture c'est affreux, mais je veux dire, bon, à la limite, ce qui se dit juste au moins quelqu'un réalise que cette personne-là n'aurait pas dû s'échapper des mailles du filet. En même temps, la façon de le faire est absolument pas... est absolument terrible. C'est pas une voie empruntée, mais il y a quelque chose caché dans l'humain qui a comme cette espèce de sentiment-là. Puis c'est ça, avec ce à quoi les enquêtrices vont être confrontées. Et le fameux, c'est Struga, je pense, non, le professeur Struga qui vient là, de la police de Milan, qui vient pour les aider, a aussi un lourd passé, des secrets, et a été confronté aussi à l'espèce de porosité entre le bien et le mal dans le passé, puis ses propres agissements par rapport à ça. Puis il va être la personne aussi qui va essayer de percer un petit peu plus loin qu'est-ce qui s'est passé avec Eva Croce, qu'on apprend nous comme lecteurs à la fin du premier tome, mais qu'il n'y a pas personne d'autre qui sait, sauf elle. Voilà. Donc, super troublant jusqu'à maintenant. Je suis rendue à 61%. Il me reste environ une centaine de pages en numérique. J'aimerais ça peut-être l'avoir fini aujourd'hui, ça serait cool parce que j'ai vraiment envie de le lire et tout ça. Sinon, je voulais vous montrer parce que je suis passée à la bibliothèque. Je vous avais dit que j'allais passer à la bibliothèque. Je sais pas si je l'ai dit dans ce vlog-ci ou dans l'autre, mais c'est pas grave. Je suis passée à la bibliothèque en fin de semaine, et je suis allée récupérer deux choses. Donc, premièrement, si vous avez regardé mon vlog précédent, vous avez vu que j'ai lu une adaptation en roman graphique d'un roman de fantasy jeunesse. Et que ça m'a tellement convaincue que je m'étais dit que j'allais l'emprunter en roman pour pouvoir le lire au complet sans attendre la suite des BD. Et c'est
Bord de terre de Julia Thévenot. J'avais identifié ce roman-là, puis ça fait longtemps, je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Mais comme vous pouvez voir, l'espèce d'ampleur de l'histoire qui, je crois, et je vais aller voir juste pour le plaisir, combien de pages c'est. Alors, on parle ici de 520 pages et quand même pas trop de marge, là. Donc, on est vraiment comme ça. Et je me disais, ouf, tu sais, c'est du fantasy, même si c'est jeunesse, c'est une grosse brique. En même temps, ça m'intriguait vraiment. Et je vais vous même lancer ça, l'invitation, parce que j'avais lu la 4e de couverture, le résumé qui était sur l'adaptation graphique de Bord de terre, mais là, je voulais le résumé complet ici. Inès, 12 ans, est du genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son grand frère autiste, Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir Inès qui, courant après son chien, bascule dans un univers parallèle. Bord de terre, c'est le nom de cette ville perchée comme une plante sauvage sur une faille entre deux plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Alors, je peux vous dire que, en fait, c'est une version, en effet, il y a un peu plus de viande sur l'os, comme on dit dans cette 4e couverture-là. Et dans celui-là, on affirme ouvertement que le frère d'Inès est autiste. Dans la BD, c'est pas mentionné. On sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'une routine, qui ne peut pas, tu sais, comme sortir de ça. Donc, mais moi, je l'avais juste vu comme quelqu'un de un peu plus timide puis un petit peu moins flexible par rapport à la réalité, mais j'avais pas... Dans la BD, en tout cas, c'est pas évoqué. Fait que je suis curieuse de voir comment... Est-ce que c'est simplement un mot qu'ils ont choisi de mettre à l'arrière ou c'est vraiment mis de l'avant dans le texte. Donc, ça m'intrigue parce que, ben c'est ça, j'aurais voulu lire pendant que je suis en vacances, mais là, je termine aujourd'hui, fait que je sais pas. Peut-être que je vais oser avoir ça comme lecture au long cours cette semaine en papier, même si j'ai pas ni la version numérique ni la version audio. On verra. Et je viens de voir qu'à l'intérieur, il y a une bande son. Donc, si jamais, par partie, en fait, on vous indique les musiques que vous pouvez écouter en arrière-fond quand vous lisez. Donc, écoutez, je vais voir ce que je vais faire, mais je suis allée l'emprunter, puis c'était ça. Sinon, je suis allée emprunter le livre, je vais être une exception, parce que d'habitude, je l'achète, le livre de la lecture du mois pour le club de lecture des Patreons d'Alex Bouquet dans Prada. Vous savez, je fais partie de ceux-là et j'aime bien me prêter au jeu à chaque mois pour les lectures proposées qui sont habituellement souvent en dehors de ma zone de confort, mais que j'aime bien quand même découvrir. Et là, on est dans un mois où la sélection, c'était une sélection horrifique, comme on dit en France. Donc, une sélection de romans plus d'épouvante, sombre, grinçant, troublant et tout ça. Vraiment en phase avec un peu l'Halloween et tout ça. Et là, celui qui a remporté, c'était un que je me sentais pas capable... Désolée, j'entendais mon chat. C'était un que je ne me sentais pas capable d'envisager, mais bon, c'est un livre qui fait 96 pages, donc j'ai décidé de jouer le jeu, mais je ne l'ai pas acheté cette fois-ci, je l'ai juste emprunté au cas où. Donc, c'est la petite plaquette ici qui s'appelle, excusez-moi, « Tu aurais dû t'en aller » de Daniel Kellman, et c'est chez Actes Sud. La 4e de couverture, je vais vous la lire et vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas capable. En fait, ça rappelle un petit peu peut-être plus une ambiance Stephen King, mais comme dans genre Misery presque. Donc, c'est en mal d'inspiration, un scénariste a loué pour sa famille une confortable maison de vacances isolée dans les montagnes allemandes. Prendre un grand bol d'air pur, aplanir sa difficulté conjugale, avancer sur son nouveau scénario. Il espère bien que cette retraite hivernale portera ses fruits. Mais l'euphorie des vacanciers tourne vite court. La maison semble baignée d'une atmosphère étrange et bientôt, dans le carnet de travail du scénariste, les bribes d'un scénario mal engagé côtoient le récit de plus en plus angoissé de ses journées. Les pièces ne sont plus où il s'en souvenait et la construction de la maison semble défier les lois de la physique. Jusqu'au jour où d'autres mots que les siens barrent les pages de son cornet. Va-t'en. Conte fantastique moderne, tu aurais dû t'en aller, invente avec vigueur et virtuosité une nouvelle manière de raconter l'horreur. Donc, moi, âme sensible et impressionnable, dit-elle après en lisant Pierre Giorgio Puglisi, mais c'est pas pareil parce que c'est comme... C'est des moments seulement. Là, en fait, ce livre-là est fait pour justement construire cette tension-là, le malaise chez le lecteur. Puis là, ça, je suis déjà passée par là avec Thérèse Raquin d'Émile Zola.
Donc, j'aurais mieux aller ailleurs pour le mois d'octobre, mais bon, 96 pages. La raison pour laquelle j'ai envie de me lancer là-dedans, c'est que en 96 pages, si l'auteur arrive vraiment à créer cette tension-là, qu'elle soit inconfortable ou non pour moi, c'est tout un exploit, là. Bâtir un contexte, introduire quelques personnages, faire monter la tension, à chercher l'attention du lecteur et tout ça. En 96 pages, je trouve quand même que c'est tout un défi. Donc, voilà pour l'autre emprunt que j'ai fait, qui sera ma lecture du mois d'octobre. Et puis, c'est sûr que vous entendez des bruits à l'arrière. C'est pas que mon chat est en train de se faire maltraiter, c'est qu'elle joue avec une petite souris qui fait du bruit, qui est bien entendu un jouet. Et quand elle joue comme ça, elle se sent vraiment comme, tu sais, concernée. Elle ne veut pas comme juste jouer à moitié. Il faut qu'elle joue vraiment comme si sa vie en dépendait. Sinon, hier, je suis allée faire une petite tournée dans un magasin de livres d'occasion. C'était par hasard, en fait. J'ai trouvé plein de choses pour tout le monde, sauf moins pour moi. Mais quand je suis passée devant celui-là, il n'était pas en parfait état, mais je ne peux pas passer à côté. C'était comme vraiment vintage, trop drôle. C'est The Agatha Christie Hour. Donc, c'est, bien évidemment, c'est un Agatha Christie. Et si vous pouvez voir, là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a une étiquette ici de Eaton. Donc, c'était vendu au magasin Eaton à Montréal dans le temps. C'est très drôle. Et c'est un recueil de nouvelles d'Agatha Christie que j'ai peut-être même déjà dans mes recueils de nouvelles que j'ai dans ma bibliothèque. Mais dans le fond, c'est un recueil qui avait été sélectionné pour une série télé qui s'appelait The Agatha Christie Hour et qui incluait aussi une histoire qui n'avait jamais été publiée avant au Royaume-Uni et dans le Commonwealth. Donc, on a... Excusez-moi, je m'endors. Excusez. Ça prouve que je suis bien en vacances. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 10 nouvelles. Donc, c'est les nouvelles qui sont incluses. Mais ce que j'aimais, c'était vraiment comme le look de la couverture. À l'arrière, la 4e de couverture qui est comme vraiment comique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air. Ça doit être brun, j'imagine. Je n'ai même pas enlevé la jaquette. Non, ok, c'est juste comme neutre, là. C'est comme charcoal avec... Mais je ne peux pas passer à côté, c'est vraiment cool. Donc, voilà, ça c'était mon petit achat du jour, mais c'est vraiment plus pour le côté vraiment, je ne peux pas le laisser là, tu sais, puis c'est ça qui est jauni, là. Mais voilà, donc ça c'est mon achat du jour. Mais voilà, je termine ce petit segment ici et je vais retourner à ma journée mollo. J'ai plein de choses que j'aimerais faire, comme quand c'est notre dernière journée de vacances, on se dit, je préfère ça, puis je préfère ça, puis j'ai fait comme toutes mes tâches hier, fait que j'ai pas trop d'affaires, de tâches à faire, de tâches de maison, là. Puis en même temps, il fait gris, puis là, je suis en dessous d'une jetée polaire, puis là, on est bien, puis je peux relaxer. Fait que je sais pas si je vais vraiment sortir ou pas. Je vais voir. Ça se peut que je fasse encore une petite sortie dans un café, comme j'ai fait plusieurs fois cette semaine pour aller lire. Parce que finalement, avant, je n'étais pas capable de faire ça, mais quand c'est des romans graphiques, j'y arrive. J'arrive pas à me concentrer si c'est un roman parce qu'il y a trop de bruit autour. Moi, je suis vraiment madame lire dans le silence ou lire avec un livre audio. Mais je vais voir ce que je vais faire rendu là. On avisera. Là. Mais voilà. Donc, je reviens dès que je peux. Ça risque d'être alors que ma semaine va être débutée. Mon retour va être fait. Et ben, c'est ça. Aujourd'hui, j'essaie de ne pas y penser. Alors, à tout bientôt.
Et bonjour, alors me voici en cette dernière soirée de fin de vacances et demain c'est le grand retour, donc je suis pas vraiment certaine que je suis prête, mais c'est comme ça. Finalement cet après-midi je suis allée me promener et ben en fait je suis restée comme je l'avais prévu, comme je l'avais annoncé sous la jetée polaire. Et après ça, je me suis dit que dans le fond, je peux peut-être faire une petite mini sortie quand même. Donc, je suis allée me promener. Je suis allée dans une grosse librairie dans laquelle je vais jamais habituellement. Mais bon, je m'étais dit, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Puis en fait, j'ai rien acheté, mais j'ai quand même découvert un livre, en fait, et c'est le fameux Le fantôme qui n'existait pas. Oh, Le fantôme qui voulait exister, je pense que c'est ça. Le fantôme qui voulait exister de François Blais et Iris Boudreau. C'est publié chez Fonfon, je me souviens plus. La Pastèque? Je vais vous mettre la vignette de toute façon. Puis, ben, en fait, je vais sans doute vous mettre. Ah, ben non, en fond, vous avez déjà vu les images. Bon. Et, ben voilà, donc je l'ai découvert et c'était fort charmant. François Blais a quand même une plume particulière. Il est assez spécialisé. En fait, était assez spécialisé parce que si je ne me trompe pas, malheureusement, il est malheureusement décédé. Mais en fait, spécialisé dans les fins qui sont un peu surprenantes et abruptes et délicieusement absurdes. Donc, cette fois-ci, on va retrouver un petit fantôme qui habite dans un monde où toutes les choses qui n'existent pas sont. Donc, par opposition à notre monde ici, où ce sont justement les choses qui existent, qu'on peut voir. Mais dans le monde c'est un monde de nulle part, je pense. Tout ce qui n'existe pas est là. Mais malheureusement, ben, dès que ça commence à exister, les choses, par exemple, la crème glacée, ben, quand ça commence à exister, et donc dans notre monde à nous autres, ça disparaît du monde de nulle part. Et ce fameux petit fantôme-là, dans le fond, commence à finir par en avoir un peu marre de... bon, il y a des amis là-bas un peu invraisemblables, mais il y en a un peu marre de toujours avoir à aimer des choses qui n'existent pas, puis que dès qu'il y a quelque chose qui commence à aimer, ça finit par disparaître. Puis il aimerait ça exister, lui aussi, parce qu'il sait que toutes les choses qu'il aime se retrouvent dans le monde réel. Alors, il va finir par aller faire sa demande à la grande reine de ce monde-là pour dire ben j'aimerais vraiment ça exister. Et bon, au départ, c'est pas quelque chose qu'elle peut permettre, mais elle a dit ok, c'est bon, si tu réussis 3 épreuves très difficiles, je vais te laisser y aller. Mais je t'avertis, si tu pars du monde de nulle part, tu ne reviens plus. Donc, finalement, ça me fait un petit peu penser au 12 Frérots d'Astérix, mais les épreuves vont être réussies et notre fameux fantôme va se retrouver dans le monde réel. Et c'est là que la fin abrupte et surprenante va intervenir. Je vous en parlais pas trop. C'est vraiment souvent des structures de nouvelles, en fait, qui sont là. Donc, c'est-à-dire qu'on commence, on a une mise en contexte, puis finalement, la fin nous surprend vraiment. C'était fort agréable, fort intéressant. Avec les dessins d'Iris Boudreau, c'est drôle parce que ça soulignait vraiment le côté... des dessins qui sont vraiment rigolos, avec des gros traits un peu caricaturaux. Fait que ça fonctionnait bien avec toutes les choses toutes ces choses qui n'existaient pas dans le monde de nulle part. Il y a eu une belle créativité aussi de la part de François Blais pour nommer ces choses-là. Et je vous en redirai pas parce que je m'en souviens plus par cœur, mais c'était assez créatif comme nom de choses qui n'existaient pas. Et j'ai trouvé ça super attachant, évidemment, le souhait de ce fantôme-là, de vouloir exister. On s'attache à lui, on se dit « Ah, on commence à avoir de l'empathie pour lui, tout ça, jusqu'à la fin. » Je vais vous laisser gérer ça. Donc, album intéressant. Pour les grands, à mon avis, donc peut-être 3e cycle du primaire, parce que je pense qu'avant ça, potentiellement que la fin un peu ouverte puis un peu surprenante, ça va peut-être dérouter un peu les enfants. Mais sinon, c'est une belle opportunité de réflexion sur qu'est-ce qu'on souhaite toujours avoir qui souvent est peut-être un petit peu plus vache chez le voisin, puis est-ce qu'on a vraiment envie de l'avoir ou pas? Est-ce que le bonheur est dans les choses simples ou dans les choses créatives et originales? Bref, j'essaierai pas de l'analyser. Je pense que je me suis laissée porter par l'histoire, puis c'est ce que je vous suggère aussi. C'est une nouveauté. Allez-y, découvrez ça. Mais attendez-vous quand même à vous poser des questions à la fin. Donc, c'est ma petite lecture du jour, une nouveauté québécoise. Techniquement en rayon jeunesse, mais comme je vous dis, c'est du jeunesse, mais je pense quand même que c'est plus comme fin primaire à la limite. Ou en tout cas, quand on peut au moins en discuter avec le jeune, voir comment il voit ça, finalement, cette fin-là. Sinon, je viens tout juste de terminer mon fameux tome 2 des enquêtes
de Eva Croce. Et puis là, visiblement, pendant ce vlog-ci, je vais avoir tout croche, là, mais finalement, son nom, c'est vraiment Mara. Cette jeune femme-là, l'inspectrice, Mara Raïs. Donc, Raïs, c'est son nom de famille. Donc, Eva Croce et Mara Raïs avec le adjoint-questeur, le semi-questeur, le vice-questeur. Je pense, je ne sais pas c'est quoi un questeur, je vais essayer de trouver la définition, mais dans le fond, qui s'appelle Strega. Donc, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus par rapport à l'intrigue, mais disons que ça se poursuit. Et dans ce cas-ci aussi, jusqu'à la toute fin, jusqu'à l'épilogue, on reste... on pense toujours qu'on en a fini, puis finalement, ça repart vers une autre direction. Donc, on a un gros revirement de situation en milieu de livre. Puis, attachez-vous jusqu'à l'épilogue, ça vaut vraiment le coup. J'ai trouvé ça fort intéressant. Celui-là, il y avait une dimension vraiment, une autre dimension, une dimension plus philosophique, socio-politique, qui était intéressante. Je trouve pas politique, mais socio-philosophique, disons, que je trouve super intéressante, vraiment confrontante. Parce que je suis pas certaine vraiment qu'il y a une bonne réponse à tout ça. Bien, il y a une réponse morale, il y a une réponse socialement normée, mais je sais pas. Ça nous met vraiment devant les incongruités de l'humain, en même temps ses forces et ses failles qui sont peut-être finalement, qui tirent peut-être toute leur énergie de la même source. Donc, c'est assez troublant. Donc, vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Je sais qu'après ça, il y a d'autres tomes, mais j'ai juste vu Strega. Fait que je sais pas si les deux détectives vont, donc Eva Croce et Mara Raïs, désolée pour mon accent affreux. Je sais pas si elles vont revenir parce que j'aimerais beaucoup ça, mais je vois que dans le prochain, qui, si je me souviens bien, Le Chant des Innocents, l'inspecteur Strega est là. Mais dans le dernier, La 7e lune, je pense que les gens avaient eu une moins bonne expérience de lecture avec celui-là, donc je sais pas ce que je vais faire, mais bref, c'est vraiment un auteur que je viens toujours de découvrir puis que j'aurais jamais osé. Puis qu'il y a des bouts qui, comme je vous dis, qui sont trop intenses pour moi, mais c'est vraiment bien construit. Les personnages sont bien construits. Puis ça vaut vraiment la peine de passer par ces bouts-là, parce que dans la vie, c'est pas toujours rose. Mais non, c'est super intelligent, donc je trouve ça vraiment une plume que je très heureuse d'avoir découverte. Puis ben, je vous la suggère ardemment, mais comme je vous dis, quand même attention aux âmes sensibles, mais il n'y a pas de complaisance dans ce qui est rude. Par contre, c'est présent. Donc, c'est vraiment, je pense, sans doute un peu la vraie vie. Donc, c'est ça. Alors voilà, donc ça c'est mon autre lecture terminée pour aujourd'hui. Puis là, ben, je me retrouve devant le grand désert du choix. Alors, je sais pas toujours qu'est-ce que je vais lire, parce que comme je vous dis, j'aimerais bien peut-être lire Bord de terre de Julia Thévenot que je vous ai présenté, mais je l'ai ni en numérique, j'y ai accès ni en numérique ni en version audio parce que ça n'existe pas de toute façon. Même si j'avais voulu l'écouter en voix de synthèse pour les moments où je fais du trajet, j'ai même pas accès à la version numérique, à moins que j'en fasse acquisition. Puis moi, je suis plus du type à emprunter pour les livres numériques ou avec les plateformes, par exemple, comme Nextory.fr, qui est une plateforme qui a un peu le principe de Netflix, donc on paye un montant mensuel, puis on a accès à certains livres. J'aime mieux cette partie-là que de faire l'acquisition de livres en numérique, surtout que là, ce serait simplement pour être capable de l'écouter avec une voix de synthèse pendant mes trajets, donc quand même pas. Fait que je sais pas, il y aurait Bord de terre, sinon je vais voir. J'ai quand même Winnicott que j'aurais peut-être envie d'écouter pendant que justement sur Nextory, puis j'ai vu un livre que je viens de voir, qui en a parlé dans un vlog que j'ai écouté. C'est Sid Bookworm, donc qui est sur le Booktube anglophone. Puis c'est un livre qui s'appelle... Je vais mettre la vignette. Ça parle de livres, bien entendu. Et il semblerait que ça a une espèce d'esprit ou une espèce de vibe qui fait un peu penser à L'ombre du vent. J'ai jamais lu L'ombre du vent, mais celui-là m'intriguait beaucoup. Il y a vraiment des bonnes recensions, des bonnes évaluations, à la fois sur Goodreads, sur Storygraph. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Storygraph, je vous invite à le découvrir. C'est une application qui est, puis là, c'est très spontané, je n'ai pas de partenariat avec eux autres, mais c'est une application de recension de lecture qui tente de changer un peu la formule de Goodreads, qui est anglophone au départ, mais on peut quand même acheter des livres en français, puis qui propose quelque chose de super intéressant, en fait,
qui propose de faire une évaluation du livre qui n'est pas juste une notation, donc de l'évaluer, de signaler ce qui nous a marqué concernant ses aspects caractéristiques. Par exemple, aventureux, mystérieux, sombre, tendu, triste, comique, etc. Puis également certaines questions qui vont dire, par exemple, est-ce que vous avez trouvé les personnages qui étaient attachants? Est-ce que vous trouvez que c'est représentatif? Donc, est-ce que c'est dans le sens, est-ce que c'est, vous trouvez qu'il y a de la diversité dans les personnages? Est-ce que le rythme est rapide, moyen, lent? Puis ça, c'est des aspects de lecture. Puis ça, en bêta-économie, on apprend ça, mais c'est super intéressant quand on fait de la référence. Mais c'est surtout pour nous autres aussi. Des fois, on a lu la 4e de couverture, on connaît l'auteur, mais on ne sait pas trop où ça s'en va. Comme par exemple, un auteur comme Pierre Giorgio Puglisi, à ce moment-là, je vais avoir certaines dimensions de l'histoire qui vont apparaître si je vais sur The Storygraph, puis ça va me donner plus une description de c'est quoi l'impression de lecture, qu'est-ce qu'on ressent pendant la lecture, qu'est-ce qui est mis de l'avant par l'auteur, même si ça reste un roman policier. Puis, en fait, on peut plus savoir si c'est des choses qui nous plaisent en général. Donc, comme moi, par exemple, quand c'est écrit, mettons, je pense qu'il y en a que c'est comme feel good ou je sais pas trop quoi, ou que c'est comme trop bienveillant. Vous savez, des fois, moi, j'aime un petit peu moins ça. Quand il y a une dimension, ça s'appelle inspiring, donc inspirant. Puis ça, il faut faire un peu attention. Souvent, ça va être dans ceux-là qu'il y a les dimensions feel good. Fait que ça nous aide vraiment à comme juste cibler, même si c'est un auteur qu'on connaît pas ou un genre auquel on n'est pas habitué, si les dimensions qu'on est habituellement sont présentes. Donc voilà, c'était mon moment information de Storygraph. C'est une application qui est gratuite, qui est disponible pour le téléphone. Pour le moment, c'est gratuit si on prend un forfait mensuel, on a des affaires de plus. Puis en fait, c'est que c'est un projet non subventionné. Donc, c'est sûr que si on s'abonne, ça donne des fonds aux développeurs pour essayer de développer encore plus. Puis, voilà. Donc, je voulais juste vous en parler parce que c'est pas super connu. En tout cas, peut-être au Canada anglais, mais au Québec, c'est moins connu. Puis, je trouve que ça vaut quand même la peine. Donc, tu sais, nous autres, souvent dans Babelio en français, mais Babelio, c'est vraiment un environnement, un contexte français, européen, français. Puis, Goodreads, c'est très américain. Puis là, je trouve que c'est intéressant de Storygraph, c'est comme un peu un entre-deux. Puis on peut quand même acheter des livres manuellement si on veut. On peut importer nos listes Goodreads si c'est ça que vous avez. On peut importer, je pense, des listes Babelio aussi. Donc, super intéressant. Voilà, c'est mon moment informatif. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais retourner à ma dernière soirée de vacances. Et voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai choisi ma prochaine lecture. Allez, à tout de suite. Et bonjour, alors je fais un petit coucou dans la studio mobile. Cette semaine, c'est une drôle de semaine. Là, on est jeudi, puis là, c'est mon moment studio mobile midi, donc bizarre. Je voulais juste vous dire que finalement, j'ai choisi ma future lecture et c'était aucune des deux dont je vous avais parlé précédemment. Surprise, surprise. Êtes-vous vraiment surpris? Et j'ai décidé plutôt de me laisser porter par le 2e tome de la nouvelle série, en fait, peut-être pas si nouvelle que ça en Norvège, mais ici, le 1er tome a été récemment traduit. Donc, la nouvelle série de Jornir Horst et Thomas Enger, qui est la série de l'inspecteur Alexander Blix. Ouh. C'est un beau lapsus. Donc, Alexander Blix et Emma Ram. Donc, on va suivre ces deux personnages-là qui, en fait, sont un duo improbable, encore une fois. Pour rappel, Alexander Blix est un inspecteur, évidemment, de police qui a une grande fille qui est divorcée et tout ça. Sa vie est quand même pas si déconstruite que souvent les inspecteurs dans les polars nordiques, donc c'est pas trop mal, mais c'est quelqu'un qui se consacre beaucoup à son travail et tout ça. Et Emma Ram, c'est une jeune femme qui fait du journalisme, mais qui pour le moment n'a pas encore trouvé sa place dans un grand média, mais elle fait du journalisme sur des blogs d'information. Dans le fond, c'est un peu comme les journaux en ligne, en fait. Et donc, mais c'est quelqu'un qui est vraiment qui connecté à l'actualité, qui est vraiment à l'affût, puis qui a vraiment une curiosité assez affûtée, puis qui n'a pas peur de partir à la recherche de la vérité, peu importe les conséquences, comme on va l'avoir vu dans le 1er tome. C'est un tome 2, donc je ne pourrais pas vous donner beaucoup d'informations concernant les liens qui vont unir les deux tomes parce qu'il y en a. Il y a vraiment une évolution des personnages principaux. Mais dans celui-ci, on va se retrouver à la veille du Nouvel An, donc le fameux Grand Décompte à Oslo. Et ça se passe après ce qui s'est passé dans le 1er tome, donc ça va chronologiquement. Et les personnages principaux sont encore
encore pas mal affectée par la situation. Et Emma Ram va se retrouver par volonté de un peu pèlerinage ou de vaincre sa peur, qui est en lien avec le premier tome, va se retrouver sur la place publique pour le grand décompte de minuit où il y a absolument les feux d'artifice et tout ça. Et elle a une grande peur depuis qu'est-ce qui s'est passé dans les autres livres, que le pire se passe toujours dans ces endroits-là et le peur qu'il y ait un méfait qui se passe. Et malheureusement pour elle, puis là, ça se passe dans les premières lignes, fait que vous n'avez pas besoin de... Je vous divulgage pas grand-chose. Il va y avoir une espèce d'attentat un peu terroriste, donc une explosion qui va se passer sur la place publique. Et il va y avoir des gens qui sont blessés, des gens qui sont morts et tout ça. Donc, malheureusement, il va être témoin. Et ça va la toucher aussi personnellement. Je vous indiquerai, en fait, peut-être pas nécessairement en termes de blessure, mais cet événement va la toucher personnellement aussi. Lors de cet événement-là, Alexander Blix est là aussi, mais en mode sécurité et protection. Et il va aller sauver quelqu'un qui a été projeté par l'explosion dans l'eau, en fait, pas très loin. Et en la sauvant, il va se rendre compte que potentiellement, c'est une personne qui est impliquée dans un cas de disparition d'enfants, que ça fait à peu près 10 ans qu'il essaie de résoudre puis qu'il n'arrive pas à avoir de détails. Donc, il va aussi voir ça qui va se passer. Et par la suite des choses, évidemment, on va voir la fameuse enquête en lien avec les explosions qui va prendre forme. Évidemment, ça a un niveau national, le niveau de sécurité nationale va être en mode alerte et tout ça, parce qu'on pense tout à un terrorisme intérieur. Mais c'est sûr que le fait que cette personne-là soit retrouvée sur les lieux, qui est en lien avec une enquête passée, ça va vraiment fatiguer Alexander Blix. Puis ça va aussi attiser la curiosité de Emma pour différentes raisons, parce qu'elle est journaliste. Et ils vont un peu partir en quête de cette espèce de sous-enquête-là, donc cette espèce de disparition-là qui refait comme un peu surface, mais sur fond de terreur générale à cause de la fameuse, des explosions qui se passent dans les lieux publics. Et bien entendu, j'imagine qu'il va finalement avoir un lien, mais de ce qu'on comprend, c'est que la fameuse enquête pour la disparition de la petite fille, ben c'est peut-être pas exactement juste une enquête de disparition. Donc, comme toujours, on retrouve les personnages que j'aime vraiment beaucoup parce qu'ils sont comme faillibles, puis mais faillibles, mais comme touchants, ils sont humains, ils sont pas toujours... ils prennent pas toujours les meilleures décisions, ils sont pas toujours au top. J'aime vraiment beaucoup comment ils sont mis en scène. On a accès à leur intériorité, mais pas trop. On n'est pas juste dans leur cheminement psychologique. Heureusement, il y a l'action et tout ça. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est tellement fluide, cette association-là. C'est deux auteurs en fait, c'est un auteur, donc Yarnir Horst, et un journaliste, Thomas Enger, qui écrivent ça à quatre mains. Puis c'est tellement fluide, leur créativité, leur création, en fait, leur œuvre, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais on n'a pas l'impression que c'est écrit à quatre mains. Donc, je ne sais pas comment ils font ça, mais c'est super intéressant. On retrouve quand même un petit peu des traces de Yarnir Horst, ne serait-ce que l'association d'un policier avec une journaliste, parce que dans sa série qu'il fait avec l'inspecteur Westin, c'est dans le fond un père qui est policier et sa fille qui est journaliste. Là, on a quand même un petit peu ça comme repère, le policier et la fameuse Emma qui est plus jeune et qui a un lien que vous allez comprendre quand vous lisez le tome 1 entre Alexander Blix et la fameuse Emma, qui n'est pas un lien filial, mais qui peut quand même évoquer un peu ça. Donc ça, c'est là, mais pour le reste, c'est vraiment comme un style qui... moi, j'ai jamais lu du Thomas Enger, de ses reportages ou je sais pas trop quoi, donc je connais pas sa plume. Mais c'est un style qui est quand même un peu différent de Yarnir Horst, mais qui va comme tout chercher les choses que moi j'aimais chez Yarnir Horst. Puis c'est un niveau de tension un peu plus élevé, dans le fond. On ne connaît pas dans un thriller, mais il y a quand même de l'action dès le départ. Donc on est un petit peu moins dans un début contemplatif. La structure, dans le fond, de Yarnir Horst, c'était plus de mettre en place et tout ça, puis éventuellement, dans le dernier tiers ou quart, les personnages principaux deviennent comme en danger. Puis, c'est vraiment, on tombe au niveau thriller. Donc, c'est toujours ça, l'espèce de montée de tension. Là, dans celui-là, la tension commence quand même pas mal dès le départ, mais on garde quand même le côté où on prend pas cette excuse-là pour pas développer les personnages, pas les faire évoluer d'un tome à l'autre, pas vraiment bien tisser l'intrigue. Des fois, quand on va dans un thriller, c'est comme, on dirait qu'on crée de la tension pour créer de la tension, pas de l'attention, de la tension. On crée ça juste pour que ça fonctionne, mais là, vraiment, on sent qu'il y a vraiment comme un effort qui a été fait par les auteurs dans ce cas-ci pour que tout ça soit développé, mais que ce soit vraiment un rythme qui est bien enlevant. Donc,
pour le moment, j'en suis là. Je vais sans doute terminer. Bien entendu, je vais terminer avant la fin de ce vlog-ci. Je vais vous en reparler quand je vais l'avoir terminé. Est-ce que je vais lire autre chose? Je ne sais pas, on verra bien, mais je vais juste faire un petit coucou pour vous expliquer où j'en étais. Alors allez, à tout bientôt! Bonsoir, alors je vous fais un dernier petit coucou pour ce vlog-ci parce que j'ai finalement terminé ma fameuse lecture audio du tome 2 du duo improbable mais très efficace de Jan Horst et Thomas Senger. Donc Smokescreen, qui n'est pas traduit encore en français, mais bon, ça devrait se passer sous peu vu que le premier tome est sorti. Puis j'ai été en fait enlevée jusqu'à la fin par le rythme de l'intrigue. Encore une fois, la formule, j'ai pas de choses vraiment nouvelles à vous dire, mais vraiment l'association inspecteur de police versus journaliste officieuse avec un lien particulier entre les deux protagonistes, qui n'est pas un lien filial, mais qui est un lien quand même important. Puis évidemment, le type de revirement de situation qui a été choisi par le duo d'auteurs, parce que oui, revirement de situation, il y aura. Ça n'est pas moins troublant ou triste, parce que, bien entendu, ça met en scène beaucoup de souffrances humaines. Ça met en scène aussi plusieurs choses, pas juste, je vous avais dit que l'intrigue en tant que telle était basée un peu comme sur un événement qui était considéré comme de terrorisme intérieur, mais il y a aussi disparition d'enfants, dépendance, en fait, toxicomane, dans le fond, finalement, dépendance à diverses drogues, violence et tout ça, mais c'est abordé quand même, j'ai l'air de dire comme si c'était en surface, mais c'est abordé, tout s'imbrique correctement. C'est l'espèce de logique implacable de la chute d'un être qui part à la dérive puis qui entraîne beaucoup de choses à la dérive avec lui ou avec elle. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Je pense que j'ai préféré le premier tome au deuxième pour l'intrigue en tant que telle. Peut-être parce que il y avait quelque chose qui, je pense, la tension a tenu jusqu'à la fin pour le premier tome. Pour le deuxième, ça a tenu, mais j'ai comme eu plus l'impression qu'elle était maintenue artificiellement, cette tension-là. Pas parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on soit stressé. Il y en a plein. Il y a encore le même principe que les personnages principaux finissent par être relativement en danger, tout ça. Mais dans celui-là, on va quand même avoir suivi peut-être un petit peu plus Emaram, ils disent. Puis un petit peu moins, ou en tout cas différemment, dans le fond, l'inspecteur Blix, qui est un petit peu plus comme pas un exécutant, mais il y a un truc qui est un petit peu plus comme à la traîne par rapport à l'intrigue. Puis c'est peut-être juste ça qui a créé qu'il y avait comme un petit déséquilibre, qu'il y avait beaucoup de tension du côté d'un des personnages, mais moins dans l'autre. Puis on dirait que je trouve ça plus intéressant quand les deux étaient vraiment impliqués, comme dans le premier. Dans celui-là, les deux sont impliqués, mais peut-être pas au même niveau. Donc voilà. Mais sinon, c'est super intéressant, puis j'ai hâte de lire les autres. Je vous le suggère, ce duo-là, comme je vous disais, que vous ayez déjà lu du Jan Horst ou pas. C'est quelque chose qui vraiment permet au lecteur de sauter dans l'action puis de se sentir interpellé tout de suite. Ça se lit très bien. J'ai rien à dire à part quel beau duo. C'est intéressant les duos d'auteurs. Je suis toujours un peu dubitative par rapport à ça. J'ai toujours un peu peur de ce que ça va donner. Parce que des fois, quand c'est des duos forcés, par exemple, Louise Penny et Hillary Clinton ou James Patterson et Bill Clinton ou bon, là, c'est sûr que ça reste que c'est pas non plus une personnalité publique et, mettons, un auteur. C'est quand même un journaliste et un auteur qui font un duo ensemble. Mais des fois, j'ai vraiment des réserves. Mais depuis que j'ai lu Ludovic Manchette et Christian Niemiec, qui, eux, ont mis la barre haute sur l'écriture à quatre mains, ben là, on dirait que j'ose plus prendre ce genre d'avenue-là. Puis ben là, je suis vraiment récompensée parce que c'est vraiment une série qui est intéressante. Mon attachement n'est pas pareil, bien entendu, comme d'autres séries que j'ai, soit de Polar Nordique ou de Cozy Mystery, c'est pas le même. Puis c'est pas le même au même niveau que, comme je vous dis, juste le Jan Horst, parce que je m'attache vraiment à l'inspecteur Wisting.
Là, dans ce cas-ci, c'est juste que je trouve que ce qui est remarquable, c'est l'habileté dans la construction de l'intrigue en tant que telle. Donc, les choix qui ont été faits, la façon de présenter les divers éléments de l'histoire avec des retours dans le passé, suivre des personnages en particulier plutôt que d'autres, ce qui va faire varier les angles pour comprendre un peu comme le contexte au complet. Donc ça, je trouve que c'est super bien fait. Puis comme je vous dis, le côté vraiment fluide, puis c'est comme s'il parle d'une seule voix, même si techniquement c'est vraiment écrit à quatre mains. C'est peut-être pas toujours le cas dans ce type de roman-là. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à le découvrir. Sérieusement, ça vaut vraiment le coup. Donc avant de me répéter encore plus, je vais ici clore le vlog. C'était un plus petit vlog, ben, peut-être pas en durée, mais j'ai lu comme 2 romans puis un album. Mais cette semaine, c'était comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Je suis restée plus comme dans le policier, plus une nouveauté jeunesse. Québécoise. Donc, ben, c'est ça. Si jamais ça vous a donné des petites idées, tant mieux. Sinon, si jamais vous avez comme toujours des lectures auxquelles vous pensez qui pourraient peut-être me plaire en fonction des livres dont je vous ai parlé, allez-y. Je suis vraiment ouverte aux suggestions sans problème. Puis, ben, je vous souhaite des superbes lectures comme d'habitude. Puis nous, ben, on se revoit bientôt. Hein? Allez, à la prochaine!